Bonjour ou plutôt bonsoir à tous. Un grand merci d'être encore présent à 16 heures. Merci à vous en tout cas pour cette dernière table ronde du jour. Donc on est là ensemble pour débattre sur le sujet suivant. Donc face au changement climatique, quelle diversification possible? On a 1 heure, donc on va essayer d'être bref, mais ce sera concis et intense. Puisque donc, face au bouleversement climatique, notre agriculture, elle est quand même sommée, voilà, de changer de cap. L'urgence est déjà là. Je crois que nos filières ont déjà démarré cette transition. Encore une fois de plus, l'agriculture s'adapte. Voilà, surtout dans le grand sud de la France, en Corse aussi. Voilà, donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est au-delà des effets d'opportunisme, parce qu'il y en a finalement beaucoup. Tout le monde est capable de planter 0,5 hectares de quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment capable de construire des modèles et des filières rentables et performants? Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur l'agronomie et les techniques culturelles, sur certaines cultures de diversification qu'on ne connaît pas très bien? Voilà, quelles connaissances on peut encore acquérir? Et surtout, est-ce qu'on peut dresser une cartographie des changements possibles à 10, 20, voire 30 ans? Alors, autour de cette table, vous avez vu, c'est une grande table ronde pour terminer en beauté. Donc, nous avons Yannick Chevrier à ma droite, qui n'est pas France Pistache, mais qui est le directeur de COP Latour et qui va co-intervenir, parce qu'on aime bien le collectif, il va co-intervenir, entre autres, avec Stéphane Durand, donc, qui est directeur filière fruits et légumes et filière chez Biocop. Voilà, donc il y a une filière en diversification qu'ils sont en train de construire ensemble, et pas que. On a aussi donc Benoît Dufay, donc juste à côté, qui lui est France Pistache. Il est chargé de mission chez France Pistache. À ma toute droite, donc Tristan Margalet, PDG de GREP France. Et puis il est également producteur, il se présentera. À ma gauche, Mathieu Donati, producteur associé chez AgriCorse, comme le nom l'indique, en Corse. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc Stéphane Durand, directeur filière chez Biocop. Alors, comme tout le monde est fatigué, on va faire essentiellement 3-4 grands tours de table. Et puis, on va commencer pour se mettre en jambes rapidement, pas trop long, que chacun puisse faire une présentation un peu rapide de son entreprise et surtout des changements climatiques qui vivent, et puis ensuite on verra comment vous vous adaptez. On va peut-être commencer par toi du coup, Mathieu. Voilà, donc en Corse, quels sont les changements palpables, on va dire, en termes de climat? Merci Florence. Et puis tu présentes un petit peu AgriCorse. Donc AgriCorse, c'est une entreprise qui a 17 ans, qui bien entendu est dans le domaine des agrumes, qui est leader sur le marché français en agrumes français, et qui est un petit peu une sentinelle, si vous voulez, de ce qui se passe au sud de la France. Le changement climatique, il arrive par le sud, et on est en train d'avoir un glissement finalement de l'ensemble des productions qui remontent vers le nord. Donc ce qui se passe en Corse, c'est intéressant pour les Corses, mais c'est aussi intéressant, je pense, pour l'ensemble des agriculteurs français, puisque peut-être que ce qu'on voit arriver chez nous arrive demain dans toute la France. Les agrumes, je ne vais pas être trop long, mais les agrumes, c'est une culture qui a été introduite en Corse de manière massive dans les années 60 et qui s'est développée rapidement et qui a été finalement, on va dire, très entamée par le gel, par le froid qu'il y avait encore à l'époque. On en a mis un peu partout et on a une taille de verger qui est montée à 3000 hectares et qui est redescendue à 1 millier d'hectares, justement parce que c'est une culture qui venait du sud et qui ne trouvait pas tout à fait sa place compte tenu du froid qu'il y avait encore en Corse. On a choisi des zones plus proches de la mer, dans des endroits plus protégés, et finalement, avec le réchauffement climatique, on a redéveloppé le verger aux alentours de 2000 hectares. Le froid et le gel n'existent plus en Corse dans les zones dans lesquelles on est. Néanmoins, on est dans une limite nord de l'agrume, encore peut-être aujourd'hui. Je crois que ça déborde et ça arrivera bien entendu dans le sud de la France. Mais la partie du gel, c'est pas seulement de perdre une récolte, mais c'est de perdre les arbres. À moins 5 degrés, l'agrume, le clémentinier meurt définitivement. Le porte-greffe est foutu, etc. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. Donc ça, aujourd'hui, en Corse, c'est possible de faire des agrumes. Et la spécificité de l'agrume corse, qui est le côté acidulé,
qui donne cette caractéristique avec une IGP vient aussi du fait que la floraison est tardive par rapport aux autres zones de production, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Espagne. Et donc la floraison a lieu 1, 2, 3 mois plus tard que dans ces pays de production et la récolte au même moment. Et donc la maturation du produit sur l'arbre est beaucoup plus courte et c'est ça qui, la dégradation de l'acidité se faisant moins, donne cette spécificité à notre produit. Donc aujourd'hui, on était en limite nord, on se retrouve peut-être demain au cœur de la production, au cœur d'un bassin de production méditerranéen, au bon endroit et avec d'énormes perspectives. Je ne vais pas tout de suite sur le sujet de la diversification, mais voilà, c'est pour dire que la Clémentine, la Corse, demain, c'est peut-être la capitale méditerranéenne de la Clémentine. Mondiale, mais déjà méditerranéenne. Hein, c'est déjà pas mal. Merci. Merci. Dans les Pyrénées-Orientales, bon, il y a le manque d'eau là depuis 2 ans. Voilà, quels sont les autres changements? On parlera peut-être d'agrumes aussi après, du coup, puisque ça devient la capitale. Oui. Bonsoir. Oui, donc moi je suis le directeur de la coopérative La Tour, coopérative 100% bio depuis 3 ans et qui existe depuis 1987 et qui a démarré les soucis de diversification bien avant en fait les premiers impacts du changement climatique. Impact du changement climatique, évidemment, c'est des problématiques d'eau, moins de précipitations, des problématiques de sécheresse qui sont importantes depuis 2 ans, mais qui sont doublées aussi par des températures importantes l'été, qui posent des problèmes aussi de suivi des arbres et de maintien un peu de la productivité, qui peut poser des problèmes sur la qualité des fruits, etc. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu est de maintenir les productions actuelles, parce que c'est important, les producteurs savent faire ces produits-là, donc il faut qu'on arrive à les maintenir, tout en assurant aussi la survie et de la structure et des producteurs, en diversifiant, en faisant de choix d'espèces qui soient adaptés à ce changement climatique. Et des choix d'espèces qui soient adaptés au changement climatique, puis qui sont aussi adaptés au commerce et à la capacité de vendre et à la capacité d'absorber les volumes, quoi. Tout l'enjeu est là, c'est de trouver le produit qui fonctionne agronomiquement parlant et qui fonctionne de façon commerciale. Merci. Plus au sud, Espagne et Portugal, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les changements qu'on commence à bien voir et bien sentir, est-ce que ça impacte la production? Alors, peut-être on peut aussi présenter Grape. Oui, donc Tristan Margalet, société Grape France, société d'import-export sur Saint-Charles, et également producteur sur Île-sur-Tête en concombre, salade et arboriculture, donc de pêche nectarine de manière prioritaire, mais depuis peu en agrumes. Voilà. Très bien. Et donc plus au sud, voilà, c'est... Voilà, il y a... Par rapport aux productions actuelles? Par rapport à notre partie commercialisation sur la partie Portugal ou Espagne, on voit de plus en plus une demande qui est axée sur le produit français. Et du coup, c'est là où est venue la réflexion par rapport au changement climatique et par rapport à l'augmentation des températures et justement des températures plus clémentes et des gelées moins importantes sur des périodes bien précises. On a eu pas l'idée, mais on a essayé, voilà, de mettre en place de nouvelles cultures. Donc ça remonte bien, effectivement. Stéphane, toi alors tu vas te représenter aussi, mais toi tu vois énormément de terroirs finalement. Je ne sais pas si ça marche toujours. Voilà, est-ce que tu peux nous dire globalement qu'est-ce que ça a en termes d'impact sur les filières, sur les achats, sur la stratégie peut-être? Bonjour, oui, donc Stéphane Durand, directeur filière fruits et légumes et autres filières chez Biocoop. Donc Biocoop, distributeur, société coopérative de 730 magasins et 23 groupements de producteurs, toutes filières confondues, dont 7 groupements de producteurs fruits et légumes, dont Coopérative La Tour. Ce qu'on observe, nous, aujourd'hui, en fruits et légumes, c'est une augmentation des incidents climatiques, avec un impact assez fort sur les producteurs de nos groupements, mais pas que. Et donc avec un impact économique à l'arrivée, forcément. Et une augmentation donc de l'incertitude chez nos producteurs. On essaye de les accompagner en travaillant avec eux sur des
des programmes de diversification, mais c'est bien sûr eux qui ont la main, puisque c'est eux qui savent ce qu'ils peuvent faire sur leur terroir. Nous, en tant que distributeurs, on se doit bien évidemment d'approvisionner nos magasins tous les jours. Donc, on cherche aussi, alors tout en respectant notre stratégie, hein, qui est de relocaliser au maximum en France et de s'approvisionner au plus près de nos magasins. On cherche malgré tout à diversifier notre sourcing dans les différents bassins de production français. Aujourd'hui, nos 6 groupements fruits et légumes couvrent la Bretagne, le Val-de-Loire, le Nord, le Sud-Ouest, la Provence, on est jusqu'en Corse et le Roussillon évidemment. Voilà, aujourd'hui notre stratégie en tant que distributeur, c'est de travailler avec nos producteurs et en essayant de s'implanter dans la majorité de bassins pour limiter à la fois le risque des producteurs et notre risque. Il y a un deuxième axe qui est important sur un certain nombre de productions, parce que chez Biocoop, on est aussi distributeur, commerçant et militant. Donc ça veut dire qu'on demande, nous, un niveau, je dirais, de technique un peu supérieur, et on demande un certain nombre de pratiques bio qui ne sont pas dans le standard, mais qui sont parfois plus risquées, plus engageantes pour les producteurs. Et on commence à sentir chez un certain nombre de producteurs des alertes en disant attention, voilà, par exemple chez Biocoop, il n'y a pas de chou-fleur et de brocoli issus de semences CMS. On travaille qu'avec des semences non CMS. Le potentiel variétal est en train de se réduire. Donc les producteurs commencent à nous alerter en disant attention, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Donc ça remet en cause les fondamentaux de l'entreprise, hein, qui sont vraiment basés sur ces valeurs différenciantes et sur ces singularités. Donc voilà, on commence à ressentir ces alertes-là, et donc on essaye de travailler avec eux. Voilà, on travaille par exemple avec nos différents groupements sur des variétés de pommes de terre robustes. Donc on travaille en collaboration avec eux sur la partie production, et nous pour voir ce qui est acceptable aussi auprès du consommateur, le caractère gustatif, le caractère commerçant des variétés. Merci. Alors pour la pistache, ça va être un petit peu différent. Comment la pistache profite du changement climatique? Finalement, on pourrait poser la question comme ça. C'est pas souvent qu'on va dire qu'on fait quelque chose grâce au changement climatique. Mais donc bonsoir à tous. Donc Benoît Dufay, je représente le syndicat France Pistache. Donc nous, on est encore très en amont du développement de filière, puisque c'est une filière qui a pris naissance en 2018 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plusieurs piliers qui ont amené en fait à venir sur la pistache, un marché dynamique de la pistache avec une balance commerciale complètement négative puisqu'on n'en produit pas du tout, un gros besoin de diversification agricole chez les agriculteurs. Mais en fait, le principal pilier qui a amené à réfléchir à la pistache et à développer cette filière, c'est clairement l'adaptation de l'agriculture française au changement climatique, puisque le pistachier est un arbre qui est clairement adapté à ces aléas, et qu'on retrouve aujourd'hui des conditions qui permettent de cultiver le pistachier dans le bassin méditerranéen français. Donc c'est un arbre qui originellement vient des hauts plateaux d'Iran, de toute la région entre l'Iran, le Turkménistan. C'est des zones qui sont très rustiques, avec des climats très durs, très secs, très chauds, mais également avec du froid l'hiver. Donc on est sur une espèce qui résiste à des moins 18 l'hiver. Donc en termes de survie aux hivers français, on n'a pas de soucis. Et on est sur un arbre qui a des besoins en eau assez restreints et qui va s'adapter, qui va parfaitement passer un été avec des températures supérieures à 35 degrés. Donc voilà, tout ça nous a amené à réfléchir au développement de cette filière. Et rapidement en 2018, de premiers producteurs ont lancé la machine. Et aujourd'hui, on a une filière qui s'étend sur 450 hectares en France, de PACA jusqu'à Occitanie, en passant par la Corse. On descend en Corse maintenant. Les agrumes de Corse vont peut-être monter, la pistache va descendre en Corse. Mais voilà, et le syndicat est fier de déjà représenter plus de 110 producteurs qui ont planté ou qui prévoient d'en planter de la pistache. Et donc là, vous avez démarré en 2018, on est donc en 2024. Il me semble que le pistachier, ça produit, il faut attendre avant que ça produise. Donc là, on rentre vraiment en production. Quel recul avez-vous, on va dire, déjà sur... Il n'y a jamais de culture parfaite. Sur le papier, il y a beaucoup de cases intéressantes sur le pistachier. Il y en a une moins intéressante, c'est la durée de mise à fruit. On est sur une production qui va démarrer environ 6 ans après la plantation.
un rendement de croisière qui va être atteint au bout de 10 ans. Donc c'est vrai que pour l'instant, nous, on a beaucoup appris sur la tenue des arbres, sur la gestion des parcelles. Là, on a commencé, on a récolté 30 kilos l'année prochaine, l'année dernière, pardon. On est assez fiers. On va monter en volume. On va pouvoir commencer à toucher du fruit, à faire de l'expérimentation, à tester les méthodes de transformation. Donc voilà, vraiment nous faire la main là-dessus. Et puis les volumes vont commencer à monter tout doucement et on va pouvoir commencer à proposer de la pistache française, on espère, d'ici 2-3 ans sur les marchés français. D'accord, donc on y reviendra après pour cette stratégie de filière. Justement, on va passer donc au niveau de vos stratégies de diversification. On a ici autour de la table un panel assez représentatif de différentes stratégies, tout simplement, d'adaptation. On va peut-être commencer avec vous, Yannick Chevrier. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous partager dans ce beau territoire des Pyrénées-Orientales, voilà, qu'est-ce que vous avez entrepris? Parce que quand même, il y a un petit peu de changement. Oui, il y a du changement, oui. Ce qu'on a entrepris, en fait, la base du choix de diversification a été fait sur les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau des pêchers, au niveau avec des problématiques de charca et des problématiques de renouvellement de vergers qui sont compliquées sur notre zone. Et il fallait aussi pouvoir rentabiliser des outils, notamment l'outil coopératif, avec des choix d'espèces qui puissent rentrer dans le cadre de fonctionnement. Donc on a fait plusieurs tests. Il y a eu des tests de pommes, bof, de kaki, de grenades, très bof. Par contre, on a imaginé aussi de pouvoir faire de la clémentine, parce que ça nous paraissait intéressant, effectivement, allié au changement climatique, d'avoir une nouvelle espèce où au niveau commercial, on imagine que la clémentine est installée au niveau commercial. Il y a juste à se défendre et à se battre pour pouvoir installer la clémentine du Roussillon à part entière. Mais la clémentine, les agrumes en règle générale, c'est une espèce qui est quand même commercialement installée. Donc, mais derrière, il fallait effectivement planter des agrumes avec une méconnaissance totale des problèmes agronomiques et des problèmes techniques qu'on peut rencontrer. Vient se rajouter à là, parce que là, c'est des choses qui se sont déclenchées il y a 5-6 ans maintenant. Les premières plantations ont 5 ans, 6 ans. Et on ne touchait pas encore du doigt les problèmes d'eau et de sécheresse. Donc, l'inconnu aujourd'hui, c'est de savoir si la clémentine va résister, va pouvoir s'adapter à ces problématiques d'eau, puisque c'est quand même, d'après ce que j'ai compris, une espèce qui demande un peu de l'eau toute l'année. On peut difficilement ne pas arroser la clémentine une période de l'année, puisqu'elle reste verte même en hiver. Enfin, les feuilles. Et donc l'idée, c'est effectivement... Par contre, par expérience, parce qu'on a eu des vergers qui étaient mal arrosés l'année dernière, voire pas arrosés du tout, on s'est aperçu quand même qu'ils étaient très très résilientes à la sécheresse. Même s'il y a des problématiques évidemment de pousse, de mise en place de la fructification, etc. On peut perdre peut-être des années, mais elle est résiliente. Le verger dont je parle, s'il avait été planté en pêcher ou en abricotier avec le peu d'eau qu'il a reçu l'année dernière, je pense qu'on aurait perdu le verger. Les clémentines sont toujours là. Donc on a certainement une résistance de cet arbre et de cette espèce qui est quand même beaucoup plus intéressante que les espèces qu'on a traditionnellement sur les PO. Voilà. Quelle est votre ambition alors? Pour l'instant, c'est d'observer, de faire filière avec vos partenaires et de... Ah ben ça c'est évident. Ça c'est évident qu'avec nos partenaires, on veut faire filière. Oui, évidemment, c'est construire avec eux la clémentine. Clémentine du Roussillon, qu'est-ce que ça veut dire en termes de conditionnement, en termes de prix, en termes de rentabilité, voilà, en termes de calibre, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer sur les produits, qualité d'un produit. Mais bon, nous on est déjà engagés parce qu'aujourd'hui sur la coopérative, il y a un peu plus de 10 hectares qui ont été plantés. Une production on va avoir une production dès cette année avec des vergers qui rentrent en production en 5-6 ans. Cette année, il y a encore 2-3 hectares qui ont été plantés. Combien de tonnage attendu? Attendu, là, je me tourne vers le spécialiste. Le spécialiste corse. Non, mais j'imagine entre 100 et 150 tonnes sur 10 hectares, c'est pas inimaginable, quoi. En bio. En bio. Oui, en bio, oui. Enfin, pour moi, c'est un prérequis, mais c'est... oui, en bio. Et voilà, après,
tout l'idée, c'est de segmentiser le marché avec Biocop pour qu'il y ait une offre entre les Corses, les autres origines françaises, pour que voilà, qu'on se complémente et qu'on se fasse pas concurrence, quoi. Voilà. Mais on va en parler d'ailleurs. Alors, peut-être avant, on va remonter sur la stratégie globale fruits et légumes. Est-ce que Stéphane, tu peux nous rappeler quand même les principes de la stratégie de filière pour les fruits et légumes? Alors pour les fruits et légumes et pour le reste, hein, puisque historiquement Biocop s'est construit là-dessus, sur des consommateurs et des producteurs qui voulaient faire filière, qui voulaient dans les années 80, qui trouvaient des débouchés, qui trouvaient des produits à consommer en bio, ce qui n'était pas une sinécure à l'époque, et c'est resté dans l'ADN de la coopérative, puisque voilà, comme je vous le disais, dans toutes les principales filières, que ce soit les grandes cultures, les céréales, les filières d'élevage, laitier ou pour la viande, les filières fruits et légumes évidemment. On a une base très importante de nos approvisionnements chez nos partenaires groupements. Donc c'est effectivement historique sur toutes ces filières. Et en fruits et légumes, ça l'est aussi. Aujourd'hui, on produit tout ce qu'on achète en France. 70% de ce qu'on achète vient de nos partenaires groupements sociétaires chez Biocop. Voilà. Donc après, la stratégie... comme je le disais tout à l'heure, c'est de se diversifier quand même dans le maximum de bassins, parce que on est aussi dans des schémas de localisation au plus près des magasins. Le local est très présent chez Biocop, hein. Nos magasins peuvent s'approvisionner en local et sont encouragés à s'approvisionner en local aussi. Donc c'est tout ça qui est à l'œuvre. Et nous, en tant que groupe de distribution, on se doit à la fois d'accompagner nos magasins dans ces approvisionnements et puis d'accompagner nos groupements, de travailler avec eux pour envisager l'avenir. Sans doute que ce changement climatique va nous aider à poursuivre notre effort de relocalisation en France. Aujourd'hui, sur ce qui est productible en France, 84% est acheté en France, donc ça veut dire qu'il y a 16% où on fait encore un petit peu d'import de fruits ou d'import de légumes en tout début de saison, ou pour boucher surtout les trous à l'intérieur des saisons. On a, nous, un assortiment qui est beaucoup plus réduit que les autres distributeurs, hein, puisqu'on revendique d'être de saison. Donc on démarre rarement un produit quand il n'a pas démarré en France. Parfois on complémente avec un peu d'import pour pouvoir servir tous les magasins quand il n'y en a pas encore assez. Et puis, voilà, si effectivement dans 10 ans, 15 ans, on peut faire 100% des agrumes en France. Aujourd'hui, 50% des clémentines sont déjà françaises chez Biocop. Je n'ai pas le chiffre pour le pomelo, mais je pense que ça doit être au-delà de ça, parce qu'on travaille quasiment que du pomelo corse. 50% aujourd'hui, c'est essentiellement donc l'origine corse. Aujourd'hui, c'est corse, puisque... Quel est le pourcentage d'origine, le reste France? Le reste, c'est classiquement Espagne et Italie. Oui, mais là, sur les 50% d'origine France, est-ce qu'il y a déjà une petite production? Ah non, pas aujourd'hui. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, c'est demain. C'est que la Corse. On a démarré l'avocat corse cette année. Un petit peu d'orange, un petit peu de citron, mais voilà, la sensibilité de nos clients et de nos magasins est très tournée vers l'approvisionnement français et la relocalisation. Donc plus ce sera disponible, plus on le fera. Et si demain 100% de ce qui est productible en France, on le trouve en quantité suffisante pour approvisionner nos magasins, je pense que Biocop ira vers ça. L'objectif est très clair, on entend très bien. Chez Grape, alors vous avez une stratégie, donc vous l'avez déjà un petit peu évoqué, hein, donc Espagne, Portugal et puis donc maintenant la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc vous êtes aussi producteur en France? Après, puis vous diversifiez vos activités? C'est ça. L'idée première, en fait, c'était une société d'import-export. Petit à petit, on s'est rendu compte que de la demande croissante par rapport à l'origine. Donc on a investi pas mal avec mon frère dans un premier temps d'autres cultures. Et là maintenant, c'est sur la partie arbo, plus d'agrumes. Plus d'agrumes aussi, pourquoi? Parce que c'est vrai que, comme c'était dit tout à l'heure, des gros problèmes en Charca sur pêche et nectarine. On est des agriculteurs plutôt jeunes et du coup on se pose des problématiques pour l'avenir et c'est là qu'a été la réflexion. Maintenant aussi ce qu'il faut souligner, c'est vrai que l'agrume dans le secteur ça
ça segmente un peu plus aussi les productions, ce qui fait que peut-être en pêche nectarina, abricot, etc., il y aura des productions moins importantes, ou en tout cas plus gérées, et ce qui permettra des volumes plus linéaires. Merci. Oui, il y a peut-être aussi, bon je dis ça, je dis rien, mais peut-être une réflexion en tout cas collective, territoriale à avoir, puisqu'il y a une filière, me semble-t-il, naissante, qui est en train de... On en a déjà discuté un peu tout à l'heure ensemble, et c'est vrai que de toute manière, l'origine France devient de plus en plus importante, les distributeurs la demandent de plus en plus, le consommateur aussi, et c'est à nous d'avoir une réflexion commune pour travailler tous ensemble. L'origine France, c'est pas seulement... nous, les gens du Roussillon, voilà, il faut qu'il y ait une vraie réflexion commune. Sur la pistache, donc on rentre dans le dur là maintenant. Donc voilà. Quelle est la réflexion? Là, on est quand même sur un fruit sec, donc du coup, il y a un acte de transformation. Comment vous appréhendez la chose? C'est vrai que nous, on a quand même la chance d'avoir très rapidement pris le pas de créer une filière dès le départ quasiment. Donc on a la chance en fait d'avoir une structuration qui est très très précoce au niveau de la filière. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un développement. Nous, on est à fond pour le collectif. On a trop vu souvent l'agriculture se tirer dans les pattes avec des divergences. Là, l'objectif, nous, c'est d'avoir une filière qui soit la plus unie possible. Et donc, l'objectif, c'est de regrouper tous les agriculteurs qui se lancent dans cette culture ou qui s'y intéressent. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on était fortement développé sur la région PACA. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui plantent Aude, Pyrénées-Orientales. Et nous, notre objectif, ça va être que tous ces agriculteurs se connaissent et commencent à réfléchir, à se regrouper en fait en collectifs locaux pour avoir des bassins de production qui seront bien harmonisés et qui pourront travailler en toute intelligence. Et c'est vrai que la pistache, c'est pas un fruit qui est très difficile à cultiver, mais vous allez avoir une grosse problématique, ça va être le process post-récolte, et notamment les 2 premiers jours après la récolte, où il faut absolument que la pistache soit épluchée et séchée dans ces 48 heures. Donc là, on va avoir tout un enjeu de maillage en fait et d'investissement dans des unités de transformation, dans du matériel chez les agriculteurs, pour que cette première transformation puisse être mise en place. Et que derrière, on puisse avoir des unités plus grandes qui seront des casseries, qui pourront traiter de façon un peu plus industrielle des volumes plus importants et faire en sorte que la pistache puisse arriver au bout de son processus et être mise sur le marché. Donc c'est vrai que on a passé beaucoup d'énergie à apprendre à cultiver la pistache, à développer ces cultures. Maintenant, on va avoir beaucoup plus de travail sur ce déploiement en fait d'unités de transformation et cet équipement en fait de la filière. Et côté client, j'imagine aussi vous avez structuré les choses avant de lancer comme ça les agriculteurs, enfin en tout cas avant qu'ils se lancent. Alors, en fait, la filière, elle est née d'agriculteurs au départ, mais elle est née aussi déjà d'artisans transformateurs en fait, qui nous ont interpellés sur leur souhait d'avoir de la pistache française. Donc on a plusieurs marchés sur la pistache. On va avoir le marché de la pistache snacking en coque, et on va avoir un marché aussi important sur la pistache vendue sans coque, et qui va être destinée notamment à la transformation avec des artisans. Et aujourd'hui, on a déjà de nombreux artisans. On a une liste. On n'a pas de production, mais on a déjà des clients, donc c'est bien. On a une liste de 40-50 chocolatiers, pâtissiers, nougatiers, glaciers, qui sont déjà en attente de ce type de produit. Et notamment avec de grands noms de la pâtisserie et de la chocolaterie, ce qui va nous permettre dans un premier temps de travailler avec ces acheteurs un peu premium, et qui vont nous permettre de nous faire la main et d'avoir un peu des fers de lance qui vont faire parler de la pistache française et qui vont nous permettre après d'aller toucher des publics plus larges, quoi. Il y a une contractualisation qui s'est faite, ou en tout cas... Non, pour l'instant, voilà, une filière qui a 5 ans, 5-6 ans, pas de production, hein, je le répète encore une fois. Oui, hein. Mais peut-être ils peuvent s'engager un peu à l'avance. Pas de contractualisation pour le moment, mais nous, on travaille de façon très proche avec eux. Dès les prochaines récoltes, on envisage d'envoyer des échantillons de différentes variétés. Parce qu'en fait, quand on contacte des acheteurs aujourd'hui, ils connaissent l'origine de leurs produits, mais en termes de variété, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Donc ils ne peuvent pas nous dire, on ne peut pas leur demander qu'est-ce que vous voulez comme produit. Donc,
déjà, on va leur envoyer des échantillons de différentes variétés, différents types de production, et on va travailler avec eux pour voir si ces produits correspondent à leurs besoins. Et après, on sera en mesure d'adapter le produit à l'attente. Mais voilà. Mais après, oui, à terme, le syndicat France Pistache, aujourd'hui, c'est une association. À terme, on va évoluer naturellement en interpro, forcément. Et à ce moment-là, oui, il va commencer à y avoir des questions de contractualisation et de mise en place de contrats cadres, ça c'est clair. Est-ce que c'est une filière qui peut intéresser Biocop? Oui. Tant qu'on y est. Toutes les filières intéressent Biocop dans l'absolu. Après, voilà, si certains de nos groupements plantent des pistaches, forcément, on les privilégiera. Bah oui. Mathieu, donc on a compris que c'était the place to be, la Corse. Est-ce que tu peux, voilà, aujourd'hui, bon, il y a pas mal de projets en cours. La filière est déjà bien installée, elle est en succès. Il y a une IGP. Est-ce que tu peux nous parler quand même des nouveaux produits aussi, la mandarine, bientôt une IGP pour le pomelo est déjà en IGP, pardon. Mais voilà, il y a bientôt une IGP pour la mandarine peut-être, et puis peut-être d'autres diversifications, comme vous êtes en maturité, en situation de force, on va dire. Il y a peut-être d'autres projets? Oui. Alors, d'abord, techniquement, je voudrais rappeler que la problématique du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, c'est l'eau. C'est un gros point. Donc l'eau, on travaille énormément sur la ressource en eau. Il pleut en Corse 8 milliards de mètres cubes par an. Et on en retient 100 millions. Donc on est rentré avec la collectivité de Corse dans un schéma d'aménagement pour essayer de privilégier et de créer un réseau plus important de manière à garantir la ressource. Sans eau, pas d'agriculture, pas d'agrumiculture. C'est-à-dire plus de stockage aussi. Plus de barrages ouais. Et une interconnexion entre certaines rivières, certains bassins, etc. Parce que, par exemple, il y avait une forte pluviométrie sur l'est de la Corse et elle s'est décalée sur l'ouest de la Corse. Donc comment faire des interconnexions? C'est une montagne, un peu comme les Pyrénées. Et donc on est en train de travailler avec eux pour essayer de bénéficier d'infrastructures hydrauliques très importantes. Donc construction de barrages, 8-10 ans de travail. Ensuite, sur la problématique de l'eau, on est aussi sur la qualité de l'eau. Parce qu'à partir du moment où on est passé d'un mode d'aspersion, par exemple, 10 000 m3 hectares par an, sur de la micro-irrigation, on a une qualité d'eau qui est très importante pour pouvoir arriver. On a divisé par 2 en une génération le niveau d'irrigation annuel sans qu'il y ait de déficit pour les cultures. Donc c'est très très important d'avoir cette qualité. Mais il y a d'autres pistes sur lesquelles on travaille, et on travaille fort, notamment sur 2 aspects techniques. Un qui va être des porte-greffes résistants à la sécheresse. Vous avez la base, les racines dans la terre jusqu'au porte-greffe, qui peuvent avoir des consommations de 3 fois plus importantes qu'un autre porte-greffe résistant. Donc ne pas planter quelque chose qui va être forcément décalé dans les années à venir. Et puis le sujet numéro 1, qui guette l'ensemble du bassin méditerranéen. On est pris en tenaille par les 2 côtés. Ça arrive au Portugal et ça arrive en Turquie. C'est la grosse maladie qui décime complètement le verger mondial, c'est le HLB. Et donc là, un gros travail sur des variétés ou des porte-greffes résistants au HLB. Et on a vraiment peut-être de l'avance à ce niveau-là. D'abord, on est sur une île. Est-ce qu'on a le matériel génétique aujourd'hui pour répondre à... Alors, on a des bonnes pistes et on a aussi le privilège de l'insularité. Ça veut dire qu'on a des problèmes propres à l'insularité, mais on met du temps parfois à faire venir les problèmes étrangers ou du continent, on va dire, sur l'île. Et donc on développe aussi une stratégie pour essayer de ne plus importer de matériel végétal, etc., qui viennent d'ailleurs, sur de l'agrume. Parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. Et donc, si on crée une filière, même dans le Roussillon, qui ne fait pas attention à ça, elle sera décapitée très très rapidement. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros travail technique sur lequel on a avancé. Ensuite, la diversification, je vais rester dans les agrumes, parce qu'on peut aller sur beaucoup de produits, effectivement, la pistache, mais il y en a tellement d'autres. On les a toutes évaluées par rapport à la consommation d'eau prévisionnelle qu'elles vont avoir. C'est un sujet primordial. La température, on sait qu'on était en limite nord, on n'est pas trop gêné. Et puis on a des techniques
d'enherbement, etc., pour arriver à passer, je dirais, la contrainte des températures. Pour l'instant, ce n'est pas celle qui nous embête, c'est plus l'eau. Mais pour rester dans la diversification en agrumes, effectivement, on a 2 IGP. En Corse, on a l'habitude de faire savoir le savoir-faire que l'on a. Et donc, on a développé une IGP sur la clémentine, une IGP sur le pomelo. Elles nous ont permis d'avoir le succès, effectivement, dont tu parles, Florence. Mais également, une IGP qui est en cours pour le citron de Corse et une IGP qui est en cours pour l'orange de Corse, avec des cultures qui sont ancestrales. On est sur des choses qu'on n'a pas introduites il y a 50 ans. On est sur des choses qui existaient il y a 1000 ans. Et ça, c'est quelque chose qui donne donc du corps et de l'intérêt, bien entendu, pour le marché. Et puis aussi, plus récemment, une mandarine qui a été très améliorée, on va dire, qui a un petit nom qui s'appelle en ce moment la W9, mais qui est lancée dans les vergers et qui arrive en février-mars. Une mandarine qui est facile à éplucher et une mandarine qui est sans pépins et qui a le parfum, le goût exceptionnel de la mandarine. Donc voilà, rien que dans les agrumes, il y a énormément de choses à faire pour pouvoir, je dirais, améliorer toute la gamme en se protégeant des maladies qui arrivent et surtout en ayant une vision très précise de ce que sera la situation hydrique de la Corse et du bassin méditerranéen. On a visité beaucoup d'îles en Méditerranée où, ça y est, il y a des changements énormes qui arrivent, il n'y a plus d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, je ne vous ai pas parlé d'un phénomène qui dépasse le cadre agricole, c'est tout simplement la concurrence d'usage. On est face à une industrie touristique qui veut des piscines, qui veut des golfs, des gazons, des ceci. Et nous, on a une négociation pour dire attention, dans cette ressource, elle est fléchée pour nous. On doit avoir un débit réservé, sinon on n'a pas de filière. Voilà. Donc une filière, et sur une île, c'est aussi le transport, les emballages, etc. Bon, enfin, on en parlera peut-être, mais c'est énormément de choses. Donc il faut avoir tout ça mis bout à bout pour être compétitif et être leader sur le marché, en attendant des concurrents qui viendront, je dirais, emboîter le pas. Ou alors une offre complémentaire. Complémentaire, ce sera des collègues. Hein, on les attend. On va vous dire comment il faut faire. Suivez nos conseils, vous allez voir. Merci. Alors par rapport à ça, donc voilà, en fait, on comprend très très bien la problématique par rapport à ces changements en cours. Est-ce que, par exemple en Corse, est-ce qu'on s'est projeté aussi à 10 ans, 20 ans, enfin voilà, est-ce que le climat, enfin vous arrivez à l'appréhender, à l'anticiper? Alors, je crois qu'on est dans une accélération et la Méditerranée a été peut-être la plus touchée dans cette accélération. Donc je crois que personne ne pouvait prévoir cette rapidité. À échelle d'homme, on a des choses complètement différentes. Ça va extrêmement vite. Voilà. Ouais. On a 3 stations de ski en Corse et aujourd'hui on n'a plus de neige. Donc je veux dire, c'était pas prévu. Il y a des gens qui ont changé leur remontée mécanique il y a 4 ou 5 ans et il n'y a plus de neige. Donc on est dans un énorme changement qui va très très vite et qui nous dépasse tous. Donc personne ne peut dire dans cette salle qu'il avait tout prévu. Non, on essaye de s'adapter, oui. Et dans l'adaptation, il y a les porte-greffes, les variétés, mais aussi l'utilisation des fruits. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être plus de fruits qui auront des défauts d'aspect, qui ne seront pas forcément commercialisables dans les règles de l'IGP, à savoir la maturité, les qualités organoleptiques du produit qui évoluent énormément, notamment la dégradation d'acidité, et donc peut-être un pourcentage plus faible de l'ensemble des fruits qu'il y a sur les arbres. On a 50 000 tonnes de fruits à peu près en Corse en ce moment, et peut-être qu'il y en aura 10, 15, 20 000 qui iront à d'autres usages. Et on a développé très récemment, et elle a ouvert il y a 4-5 mois, une véritable industrie de transformation en jus de fruits. Je dis jus de fruits, mais en vérité c'est une énorme gamme de produits industriels, des huiles essentielles, etc., qui font que finalement le réchauffement ou le dérèglement climatique engendre d'autres attitudes et le fruit frais n'est pas forcément la seule issue à l'ensemble de la production. Et le succès de cette entreprise est impressionnant. Comment s'appelle-t-elle ? L'atelier Corse du fruit et légumes. Moi, je ne fais pas beaucoup de pub, mais l'atelier Corse du fruit et légumes, donc, qui est une filiale d'AgriCorse, qui a investi avec des concurrents pour créer ensemble une synergie et faire qu'on puisse développer des huiles essentielles, des fruits coupés en cubes IQF, bien sûr des jus, mais
à destination de secteurs complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, et un véritable intérêt pour ces produits. Et peut-être que la Corse va aussi développer, c'est vraiment d'actualité, des vergers dédiés à l'industrie, qui auront une attitude face au changement climatique complètement différente, des densités de plantation différentes, des systèmes de protection, même de ramassage, qui pourraient être totalement automatisés, etc. Donc beaucoup de pistes avec déjà des succès. Oui, donc on voit bien que ça va jusqu'à une diversification d'activités. Ben, ça fait une transition pour la suite et fin de notre table ronde. Voilà, en fait, on a bien vu que voilà, les producteurs sont les premiers confrontés au changement climatique. Donc, ben, vous vous adaptez dans vos vergers. Mais il y a aussi les consommateurs. Donc, comment on répond à la fois à ces impératifs, on va dire, d'adaptation, et à la fois aux besoins des consommateurs. En d'autres termes, voilà, quelles sont les conditions d'un succès durable. Bah, peut-être on peut repartir de Biocop, du coup, au plus près du marché. Alors, oui, on peut parler de l'expérience qu'on a, nous, depuis 40 ans maintenant chez Biocop, qui est assez particulière, puisque d'emblée, Biocop a fait le choix de la saisonnalité, a fait le choix d'une production de proximité locale. Donc on a quand même, nous, un tissu de consommateurs qui est très compréhensif par rapport à ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans les rayons. On a un assortiment qui est beaucoup plus réduit que nos concurrents et que globalement la distribution. C'est accepté, c'est même recherché par nos consommateurs. On est souvent interpellé quand on a de la courgette fin mars, début avril, qui vient de France, qui n'est pas produite dans des serres chauffées, mais le consommateur, pour lui, voilà, même s'il a fait 25 degrés dans le Gard, ben, c'est pas normal. Les consommateurs parisiens ne comprennent pas forcément qu'il y a déjà de la courgette française, donc on dédoute. Donc ça interpelle aussi effectivement le consommateur, et nous on est souvent interpellés dans les deux sens d'ailleurs sur cette question de la saisonnalité par nos consommateurs. On essaye d'y répondre, on essaye de les rassurer sur la provenance de nos fruits et de nos légumes. Ça nous amène aussi parfois à changer nos stratégies. Si on prend le cas de l'avocat, où historiquement on a dit nous, voilà, on ne s'approvisionne qu'en Espagne, en Europe, pour des questions de relocalisation. Et où, en menant des analyses aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il y a des filières, par exemple au Kenya, qui sont pas forcément moins disantes en termes écologiques global. Et donc, on est en train un peu de changer aussi nos stratégies parfois, en disant, en termes de bilan carbone, entre le sud de l'Espagne et le Kenya, la différence, elle est parfois ténue. Par contre, en termes de conditions agroclimatiques, on arrive à travailler au Kenya de l'avocat sur des filières avec zéro irrigation, ce qu'on ne sait pas faire en Espagne. Et du coup, voilà, c'est tout ça qu'on doit aussi prendre en compte et amener au consommateur, qui a souvent ce prisme de la distance, mais à qui il va peut-être falloir aussi redire qu'il y a des conditions agroclimatiques qui se modifient, et que produire dans les régions où les terroirs, où le climat est adapté, ça redevient quand même quelque chose d'assez fondamental, quoi. Comment se fait tout ce travail de pédagogie? Parce que on sent que c'est un peu la guerre là en ce moment, un peu difficile. Il y a de l'inflation en plus. Bon. Alors oui, il y a de l'inflation. Maintenant, malheureusement pour nos producteurs en fruits et légumes bio, ces dernières années, il n'y a pas vraiment eu d'inflation. Nous, ce qu'on essaye de faire par contre en termes de stratégie filière, c'est de travailler au maximum en commerce équitable. Aujourd'hui, près de 25% de l'activité de Biocop est faite en commerce équitable sur l'ensemble des rayons. 100% de ce qu'on fait avec nos groupements hors fruits et légumes est fait en commerce équitable. On le met en place depuis quelques années en fruits et légumes. On a bien l'ambition d'y arriver aussi. C'est pas facile, Yannick, mais on y travaille. Aujourd'hui, on doit être à 20-30% de ce qu'on fait en fruits et légumes en commerce équitable. Il faut qu'on progresse. Mais c'est aussi un moyen pour nous d'apporter une garantie de rémunération aux producteurs qui, nous garantit quelque part la pérennité des filières. Et donc, c'est aussi important que le consommateur comprenne ça pour accepter. Et ça, c'est pas simple. On en discute tous les jours avec les groupements
pour accepter de payer un petit peu plus parce que c'est une filière un peu plus vertueuse, mais c'est surtout une filière où on est en capacité de garantir une rémunération du producteur dans la durée, une contractualisation. Nous, 80% des fruits et légumes qu'on distribue chez Biocop sont contractualisés, ou 85%, 100% avec nos groupements évidemment. Donc voilà, c'est aussi s'inscrire dans la durée, apporter des solutions techniques, c'est pas notre job, hein, ça c'est vraiment le job des producteurs, mais nous essayer d'apporter cette compréhension du consommateur, qu'il faut parfois travailler différemment et accepter de payer un prix juste pour garantir ces filières dans la durée et garantir une production française dans la durée. Merci. Chez Grape, du coup, donc pour vous, comment vous appréhendez tous ces changements que vous faites dans votre entreprise, comment vous le portez jusqu'à vos clients finaux? À la base, c'est une discussion qu'on a eue avec eux, surtout de voir leur positionnement. Et ça, c'est le plus important. D'où la restructuration et la décision de monter un peu plus haut en production. Est-ce que vous vous fixez des objectifs différents? Comment vous avancez, on va dire, dans ce changement? C'est-à-dire des objectifs pour vos, comment vous portez en fait votre différentes stratégies, puisque donc là aujourd'hui vous mettez à produire Origine France, voilà, comment vous le communiquez? Ça c'est avec nos clients, on essaie de parler avec eux et de le communiquer. Après c'est vraiment le début, donc on est plus sur des phases pour l'instant d'essai et des discussions par rapport déjà aux techniques de production et voir si ça fonctionne, parce qu'on est encore rien qu'au début, et je pense qu'avant que la vraie filière soit mise en place, il va falloir une quinzaine d'années. Donc, et si c'est pas plus. Donc pour l'instant, on le communique un peu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas monter au créneau concrètement. Pour l'instant, on est plus sur des phases d'expérimentation en production, sur des recherches de variétés, de porte-greffes. Et donc voilà, la partie commercialisation, pour l'instant, on en parle, mais un peu de loin, avec encore des points d'interrogation sur certains facteurs. Oui, on sent bien en fait que le point commun, le dénominateur commun, c'est que on démarre finalement une troisième révolution, en tout cas un nouveau cycle. Et donc peut-être rendez-vous dans 3 ans pour faire le bilan déjà de ce qu'on s'est dit là. C'est ça, tout à fait. Après, il y a d'autres productions aussi dans le département, comme certains ont essayé en avocat, etc. Mais c'est vrai que c'est que de l'expérimentation pour l'instant. Voilà. On va donc, merci à tous. On va ouvrir les questions. Je surveille l'heure parce que je crois qu'il y a des... Oui, on est juste, ça va. On va prendre quelques questions, s'il y en a. J'espère que oui, quand même. Non? Eh bien alors... Est-ce qu'il y a des questions que nous n'avons pas posées? Non. Bon. Bon, alors on est pile à l'heure, hein, vraiment. Eh bien, merci en tout cas à vous tous. Merci. Et puis, rendez-vous dans 3 ans. Enfin, je pense que c'est vraiment un sujet à suivre. Voilà. Merci à vous.